Mais maintenant, tout de suite, on va parler de la blockchain avec Pierre et Franck de la société TransChain. On peut les accueillir. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus encore. Alors dans l'idée, on va présenter un petit peu ce que c'est que blockchain. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, l'idée c'est que ce soit très interactif. Quand il y a une question, on lève la main, on la pose et on essaye d'avancer pas par pas, enfin pas à pas, parce que si je déroule sans que vous compreniez rien, ça valait pas le coup de gâcher son samedi. Du coup, on va commencer vraiment sur les bases et après, vu qu'on est quand même sur un Hacking Industry Camp, on va illustrer avec des exemples des 2-3 défis que j'ai pu trouver sur les défis sur le site et on va essayer de mettre un petit peu de blockchain dedans pour voir comment on aurait pu amener une couche de certification en plus. Voilà. Aujourd'hui, dans 99% des 0,9 même, des systèmes d'information qu'on utilise, ce sont des systèmes très centralisés. Quand vous allez sur l'appli de votre banque, quand vous allez sur un site internet, quand vous allez sur après n'importe quelle plateforme, vous allez tous sur le même point. Vous allez sur une base de données qui est centrale et qui est détenue par un tiers. Il fait ce qu'il veut de vos données, il peut les modifier si jamais il a envie de les modifier. Enfin, voilà, il a le contrôle complet de vos données. Aujourd'hui, le but de blockchain, c'est d'éviter ça. Donc, comme vous voyez, mon super tirage de traits dans tous les sens, l'objectif, c'est de ne plus avoir une base de données au milieu, mais que tous les acteurs de cette blockchain détiennent la même base de données. En gros, la base de données que vous voyez tout en haut sera la même base de données que vous voyez tout en bas. Grâce à des processus de certification, des processus de distribution et d'anonymisation, vous pourrez faire n'importe quelle transaction sur cette blockchain tant qu'elle respecte les règles qui ont été établies entre les différentes personnes qui y appartiennent. L'objectif d'une blockchain, c'est qu'elle soit immuable dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une base de données comme vous la connaissez, si vous décidez de la migrer, de la transférer sur une autre techno, de garder les données qu'à partir de 2015 et de celles d'avant, on les archive, on perd un petit peu cette notion de traçabilité dans le temps et d'archivage. Blockchain interdit cela. La force du réseau, c'est justement l'ensemble des transactions que vous allez y trouver. Donc on pourrait imaginer dans quelques années, la blockchain la plus connue, je pense que c'est le mot-clé qui va parler à plus de monde dans cette salle, s'appelle Bitcoin. Et cette blockchain, aujourd'hui, elle a des millions de transactions qui ont été enregistrées. Aujourd'hui, il y a 16 millions de bitcoins qui ont été créés et il y a eu vraiment des centaines de millions de transactions entre des personnes. On pourrait retrouver la première transaction qui a été faite sur ce réseau. Elle est publique, elle est accessible, tout le monde peut la lire. Alors, il n'y aura pas marqué Albert Dupont a transféré un bitcoin à je ne sais qui. Il y aura marqué un numéro de compte crypté qui sera un EX quelque chose. Le montant de la transaction sera visible, donc s'il a transféré un bitcoin, on pourra le voir, et il y aura un eurodatage, donc ce sera écrit dans le marbre, on sait que cette transaction a été faite à tel moment, entre deux personnes, en respectant les conditions qui ont été définies. Donc le but de blockchain, c'est ça, c'est de remonter par exemple à une transaction qui a été faite en 2007, et qui est encore accessible aujourd'hui 10 ans plus tard. Alors voilà un petit peu. Il y a 3 types de blockchain aujourd'hui. Donc il y a des blockchains publiques qui sont les blockchains qui sont les plus connus, qui sont en général des blockchains plutôt monétaires, type Bitcoin comme je viens de le dire, ou Ethereum, qui reste une blockchain monétaire même si elle permet de faire beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui il y a des nouveaux types de blockchains avec des nouveaux services qui sont en train de se créer. On appelle ça des blockchains corporate ou hybrides, selon les humeurs et les termes appropriés. AXA a lancé un service il y a à peu près un mois, qui permet en gros à toute personne qui aurait subi un vol
sur un retard sur un vol d'avion, pardon, d'avoir un remboursement de sa transaction via la blockchain et directement en lien avec l'assureur. Donc ça permet par exemple qu'il n'y ait plus d'acteur central qui traite les documents, qui gère toute la paperasse et tout le délai de traitement administratif et qui vérifie en plus que l'avion, et que la procédure soit plus facilement accessible et soit plus facilement démocratisable. Aujourd'hui, c'est assez drôle, c'est un assureur qui fait le pas de vous donner accès à votre remboursement, ce qui va lui coûter techniquement de l'argent. Alors qu'avant, il aurait plutôt eu envie de complexifier la procédure et de vous donner justement pas trop envie de demander le remboursement, ce qui lui aurait fait baisser ses bénéfices. Et après, des blockchains plutôt privées. Je reviendrai sur quelles sont les différences techniques entre les trois juste après, qui seraient le Ripple ou le Neo, qui sont d'autres crypto-monnaies qui ont des applications un petit peu différentes. Alors, pour revenir à ces trois blockchains, on va retrouver différents termes. Si jamais il y a des questions, il faut vraiment m'arrêter parce qu'on va commencer un petit peu à monter et je risque d'en perdre peut-être quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'un wallet? Un wallet, c'est ce petit code X, celui que je vous ai cité avant, qui vous permet de détenir des actifs, donc des bitcoins, des ethers, enfin un actif dans ce portefeuille et de l'échanger avec d'autres personnes appartenant au réseau. Un smart contract, c'est un contrat intelligent, c'est un contrat qui, selon des règles de développement, vont permettre d'exécuter des conditions et d'exécuter des contrats type n'importe quel type de contrat, qu'il soit juridique ou autre. Si les conditions sont respectées, il va exécuter la transaction qui est afférée. On peut avoir des contrats très simples. Dans quelle forme ça dans une blockchain? C'est un numéro aussi Alors pour faire une chose très simple, l'exemple que j'ai donné avant avec Bitcoin, où Albert Dupont a transféré un Bitcoin à une autre personne. Pour faire ce transfert, il a dû utiliser un smart contract. En gros, on a vérifié qu'il détenait bien ce Bitcoin ennemi et qu'il pouvait le transférer à l'autre numéro de compte. C'est un smart contract très simple. En gros, c'est juste une condition. Si tu as de l'argent et que tu veux le transférer et qu'il y a un compte en face, tu peux le transférer. En gros, voilà. Il y a des contrats beaucoup plus complexes qui vont être des petits programmes de développement à l'intérieur du smart contract qui ne sont pas possibles sur une blockchain Bitcoin parce qu'elle n'est pas ce qu'on appelle Turing complet, elle ne détient pas les conditions de développement, les fonctions de développement pour le réaliser. Mais par exemple, Ethereum est tout à fait capable de le faire, et donc on pourrait dire que si par exemple, pour revenir à un cas industriel, si il est sorti dans telle lot de production et qu'il est monté dans tel camion, et qu'il y a eu un litige au magasin, en flashant, je serais capable de remonter toute la chaîne et de savoir s'il a bien respecté l'ensemble des étapes de validation. Des choses de ce type-là. Tout ça, ça peut être inscrit dans un contrat. Après, il y a une notion d'oracle. Alors, un oracle, pour vous donner un cas simple, ça pourrait être infotrafic. Vous êtes dans un bouchon et vous devez arriver à 14h au mariage de votre sœur. Et malheureusement, un bouchon, ça arrive à tout le monde, et vous arrivez à 14h30, c'est le drame familial, mais vous pouvez certifier, vous prenez Infotrafic, vous le montrez, et vous dites « mais le bouchon, j'y étais vraiment ». Alors elle vous croit pas, mais via la blockchain, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire que la blockchain va vous certifier via un organe extérieur de contrôle, qui pourrait être Infotrafic pour un bouchon, qui pourrait être Météo France pour un orage, qu'il y a bien un événement qui est arrivé, et qui a perturbé le bon déroulement de l'opération. Et après, la dernière notion, qui est une notion de validateur, plus souvent et plus communément appelée mineur, qu'on va retrouver que sur deux types de blockchains, les publics, donc Bitcoin, et dans certains cas les corporates, pas dans tous. C'est en fait quelque chose qui va vous permettre de faire des preuves de calcul et des preuves de travail, et qui vont vous permettre en fait de crypter l'ensemble des transactions et de les rendre immuables dans la blockchain, de créer des clés de hash. C'est un peu technique, mais en gros, c'est des calculs mathématiques qui permettent de certifier l'ensemble des transactions du réseau, et l'ensemble des blocs plutôt. Alors, pour revenir juste aux trois types de blockchain, une blockchain publique,
C'est une blockchain complètement ouverte. Personne ne la contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'aura la capacité de venir dire qui a fait une transaction, dans quelles conditions elle s'est réalisée. On sait qu'elle s'est passée, qu'il y a eu 2 personnes, qu'elle s'est passée à un certain moment et qu'elle a eu, voilà, qu'elle s'est réalisée dans les bonnes conditions. Une blockchain hybride ou corporate, vous allez par exemple avoir une authentification. C'est-à-dire qu'on va savoir, par exemple dans le cas d'AXA, on va savoir que vous êtes soit une compagnie d'avion, d'aviation, soit un passager, et donc du coup vous êtes quand même identifié, on sait qui vous êtes pour pouvoir faire cette demande. Donc elle est plus complètement anonyme, mais elle est quand même restreinte à un certain nombre de personnes qui peuvent avoir une action sur cette blockchain. Et privé, c'est un petit peu... Alors privé, il y a de la philosophie, enfin, il y a certains philosophes de la blockchain qui expliquent que c'est plus trop de la blockchain et que c'est plutôt vraiment une base de données qui aurait été donnée à plein de monde. Mais en gros, c'est un peu une blockchain sur invitation, on ne peut pas miner. En gros, c'est vraiment des transactions qui s'inscrivent et qui sont partagées entre différentes personnes d'une communauté qui sont bien définies. Ben en fait, c'est pas la même preuve, c'est pas une preuve de travail, c'est vraiment une preuve de consensus. Et donc cette preuve, c'est vraiment de se dire que voilà, on est 500. On dit que ce bloc a été inscrit et que sur les 500, il y en a 200 ou il y en a 350 qui ont dit que c'était vrai. Ben voilà, sur 500, c'est la démocratie et ils sont majoritaires, donc on inscrit cette transaction. Voilà, l'idée c'est ça. Oui. Alors aujourd'hui, on a un petit peu des deux. On a de l'Hyperledger, qui est la Linux Foundation. Donc Linux Foundation dit en général plutôt open source, c'est plutôt essayer de tester et donnez-moi ce que vous avez réussi à faire pour qu'on fasse continuer à avancer la communauté. Et on commence à se retrouver avec des blockchains et des techno-blockchains qui sont faites par Microsoft aujourd'hui. Donc qui dit Microsoft dit plutôt propriétaire. Donc en gros, IBM aussi travaille sur sa blockchain. Je pense qu'IBM ne travaille pas non plus pour la gloire, donc ils vont forcément rendre les modèles là payants. Ce qui pose d'ailleurs quelques contraintes, c'est qu'aujourd'hui, l'idéal, ce serait d'avoir une blockchain pour tout le monde et que tout le monde puisse faire tout dessus. C'est vraiment l'idéal et c'est vraiment un peu de l'utopie. On va se retrouver dans des consensus sur des blockchains privées qui vont certifier certaines choses, qui vont avoir des liens avec des blockchains publiques. Enfin, c'est des choses qui commencent à exister. On voit quelques cas d'application. Mais on va se retrouver vraiment avec des systèmes d'entreprise, avec une blockchain Microsoft bien propriétaire, payante, avec un contrat de maintenance qui ne servira pas d'ailleurs à grand-chose, mais qui sera sûrement existant, et des blockchains publiques, juste pour certifier que voilà, aujourd'hui, il y a eu tant de transactions sur cette blockchain privée, elles sont toutes bien réalisées, il y a peut-être eu un écart, et donc du coup, on le publie quand même sur une blockchain publique qui va être décentralisée et où tout le monde va avoir... où ça va être certifié par tout le monde. Ça, c'est des cas d'application qui commencent à arriver et qui seront de plus en plus présents dans le temps. Et donc, je crois que j'en étais au bout de mon validateur. S'il y a des questions, allez-y. Dans quelle mesure, si le logiciel est propriétaire, dans quelle mesure ça c'est différent de... Parce que là, c'est une blockchain quand même. Alors, c'est une blockchain. Oui. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, je pense. Alors, je la répète. Donc, en gros, la question était... Est-ce que si la blockchain si c'est un système propriétaire ou libre, est-ce que c'est du coup une blockchain? On est d'accord? En gros, le problème du propriétaire ou du libre ne pose pas la façon dont est faite la blockchain. La blockchain, c'est vraiment ce que je vous ai présenté, c'est quelque chose de distribué. C'est vraiment cette philosophie-là qui fait que c'est une blockchain. Aujourd'hui, le propriétaire va poser une chose simple, c'est le prix en général et les services qui sont fournis avec cela. Donc oui, ce sera une blockchain, mais ce sera une blockchain qui sera forcément fermée en général, parce que qui dit propriétaire dit contrôle de la technologie. Je ne pense pas qu'on verra des technopropriétaires publics, peut-être hybrides, mais en tout cas pas publics. Mais en tout cas, elles seront en capacité de communiquer les unes avec les autres. Enfin, en tout cas, je l'espère, j'imagine pas qu'ils iront jusqu'à brider et faire complètement deux systèmes parallèles. Ça reviendrait un petit peu à avoir un Internet propriétaire qui serait fait par Microsoft et seuls les sites Microsoft propriétaires pourraient y accéder, et un Google qui serait public et qui prendrait tous les sites open source. On devrait se connecter à deux environnements différents. C'est difficilement
concevable, mais ce n'est peut-être pas impossible. En tout cas, aujourd'hui, on est vraiment à un moment de la techno où tout est encore possible. Ce que je vous dis aujourd'hui sera peut-être faux dans 2 jours. Je vous ai peut-être dit des choses fausses parce que l'actualité bouge en temps réel et peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées. Mais en gros, ce qui est fait aujourd'hui n'est vraiment pas fixé dans le temps, et je pense que blockchain a un temps de maturation entre 2018 et 2020. Donc dans les 2 prochaines années, on commencera, enfin, c'est ce que disaient les experts, et je pense que dans les 2 prochaines années, on va vraiment se rendre compte des potentiels, et on va éliminer beaucoup de cas d'utilisation qui commencent à être faits, qui n'ont pas un réel sens économique ou qui n'ont pas un réel sens dans la façon d'être conçu, et que ça marche très bien sans blockchain. Il ne faut pas oublier, alors ça je veux encore vous le rajouter, inscrire une transaction blockchain sur un réseau a un coût. Donc si j'exécute un smart contract, je crois que c'est juste après. Et voilà, donc un exemple de... Peut-être, si je peux intervenir 2 secondes. Dans la salle, qui est codeur? Qui est développeur? Qui sait coder? Levez la main, vite fait, bien fait. Julien, tu peux lever la main aussi accessoirement, voilà, ça ne te triche pas. Donc après, qui a un métier du type assureur, comptable? Moi j'ai bossé dans une boîte de transport. Qui sait exploiter, monter des plannings, gérer des projets? Personne, ouais, super, merci Stéphane. Alors, si tu les... En gros, notre métier, notre savoir-faire et notre plus-value risquent de disparaître assez rapidement. Alors il nous laisse 2 ans, j'espère qu'on aura un peu plus de temps, mais grosso modo, ce qui s'inscrit là-dedans, la machine va pouvoir l'exécuter à notre place. Donc moi je prends mon cas à moi, j'ai bossé 10 ans dans une boîte de transport, c'est pour ça aussi que notre start-up, on l'a un peu fixé sur le monde de la supply chain. Mon job pendant longtemps ça a été de monter les plannings des chauffeurs. Donc je réceptionnais les appels des clients, ils me disaient oui Franck, tu as de la place pour déplacer 3 mètres de plancher pour de départ de Strasbourg pour aller à Paris. Moi je regardais sur mon planning papier, hein, vous imaginez bien, je regardais les heures des chauffeurs, j'ai appelé le chauffeur, j'ai appelé Robert, ouais Robert, ça te dérange pas vendredi encore d'aller à Paris? Robert, ouais non, je veux rentrer samedi matin, tu me saoules, machin, boîte de merde et compagnie. Mon métier à moi c'était de faire en sorte que ça fonctionne. Là, malheureusement, si les développeurs qui ont levé la main, et si demain ils s'y intéressent et qu'ils sont pas trop mauvais et qu'ils m'écoutent un petit peu parler, ils vont pouvoir me remplacer et rentrer les informations là-dedans. Parce que déjà, Robert, mon chauffeur routier, le camion autonome, ça arrive, hein, c'est pas du tout une légende. Hein, il y a des systèmes qui s'appellent le platooning, il n'y aura plus qu'un seul chauffeur en tête de convoi et 10 autres camions qui vont suivre derrière. Ça, c'est en cours d'expérimentation, ça va arriver assez rapidement. Peut-être même avant que la blockchain soit complètement déployée. Et du coup, vu que le camion est autonome, et que derrière, on rentre la plus-value des gens, alors des experts comptables, des assureurs, des notaires, clairement, les notaires, faut s'y intéresser parce que ça craint, ben, ces choses-là vont remplacer nos métiers. Et on y est fortement, donc il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Comment on va appréhender l'avenir? Est-ce que demain, ben, il va falloir être à la fois notaire et codeur et développeur? Est-ce que demain, il va falloir absolument lire un langage informatique, même en tant que particulier, pour vérifier la certification? Parce que là, Pierre, depuis tout à l'heure, il nous dit oui, tout est certifié, mais c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bouts de code peuvent vraiment faire dialoguer des machines entre elles, des machines qui se connaissent pas forcément, et ça crée la confiance. Bon, alors pour finir sur le technique, avant de revenir sur les cas d'application, il a bien avancé. Un exemple de smart contract, alors le plus basique possible. L'idée, c'est pas vraiment que ce soit du code compliqué, d'ailleurs je vais même pas l'expliquer. L'idée, c'est en fait, c'est ce qu'il y a à droite et ce qui est lisible par ceux du fond, même peut-être par ceux devant d'ailleurs. C'est de se dire que là, un smart contract, quand on veut le publier et quand on veut réaliser une transaction avec sur la blockchain, ça a un coût. C'est un coût mineur et pour beaucoup d'opérations, c'est un coût inférieur au coût réel physique. Mais ça a un coût. Par exemple, là, on a juste dit que Tranchain vous saluait et on lui a demandé de faire une incrémentation. Vraiment le truc le plus basique possible. Ça a eu un coût. Donc quand on l'a publié, ça a eu un coût de 27 110 gaz. Ça paraît beaucoup comme ça. Finalement, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, ça vaut 7 centimes. Mais on n'a rien dit là. On n'a pas dit grand-chose. Donc, si on veut faire des smart contrats intelligents, il faut bien placer la matrice entre ce qu'on veut certifier
et ce qu'on veut payer. Si on veut payer beaucoup, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Si on veut optimiser le coût, mais quand même certifier, il faut placer la matrice un peu plus bas et faire en sorte qu'en gros, cette matrice permette de garantir que notre transaction s'est bien passée et qu'elle soit mise dans la blockchain, mais qu'elle ne coûte pas non plus 2, 3, 4 euros. Alors en fait, l'avantage du gaz, c'est que si jamais cette transaction n'arrive pas à son terme, il y a un problème sur la façon dont elle a été codée. Le contrat va être publié, mais il ne pourra jamais s'exécuter jusqu'au bout. On lui a par exemple dit, pour cette transaction qui vaut 27 000, je vais peut-être donner 30 000 gaz pour qu'elle s'exécute. Dans mes calculs, je me suis dit que ça devait suffire. Finalement, si je me rate, elle va consumer les 30 000 gaz et le contrat va mourir. Ce qui va me permettre d'éviter d'avoir un truc qui soit me coûte tout le temps de l'argent, soit tourne en rond sans jamais pouvoir se finir. Donc ça, c'est important parce que quand c'est lancé dans la blockchain, on ne repart pas en arrière. Donc il faut vraiment que les choses soient capables de s'auto-détruire ou au moins... ouais, en gros, on pourrait appeler ça un kill process. Et donc, le gaz, c'est la monnaie qui permet de faire des smart contracts sur Ethereum. On pourrait généraliser ça comme le fees dans plein d'autres... on a des fees dans plein d'autres crypto-monnaies. Le gaz, c'est juste l'appellation de l'Ether. Il n'est pas basé sur le coût de l'Ether réel. Hein. C'est quelque chose d'important à savoir. Je peux vulgariser? Le gaz, c'est l'essence. Tout simplement. À un moment donné, on va dire que le smart contract, c'est la voiture, c'est le camion. Et si vous souhaitez qu'il avance, donc vous connaissez l'itinéraire, vous le savez, on prend l'exemple, on sait qu'il veut partir de Strasbourg et il veut aller à Paris. On rentre dans le GPS, on l'automatise, c'est bon, mais à un moment donné, si on ne met pas de gasoil, ou si on n'en met pas assez, il va s'arrêter en cours de route et effectivement, il est perdu. Grosso modo. Voilà. Dans l'idée, pour les non-techniques. Voilà. L'avantage, c'est qu'un camion pourra aller remettre de l'essence et pourra repartir, un smart contract, on ne pourra pas. Voilà. Mais dans l'idée, l'image est bonne. Et donc, du coup, voilà, le gaz n'est pas indexé sur le prix de l'Ether. C'est important parce qu'aujourd'hui, le prix de l'Ether est à peu près à, je dirais, 280 € aujourd'hui. Si ça coûtait, je sais pas, 30 € de certifier ça, on commencerait à se poser la question de rester au papier. En sachant que l'objectif quand même de blockchain, c'est d'avoir un téléphone dans la poche et puis un stylo ni un bloc de feuilles et de réussir à automatiser beaucoup de choses. Pour vous donner un exemple concret, nous on fait donc de la certification de livraison de marchandises, des choses de ce type-là. Quand on transporte une palette, on a ce qu'on appelle une CMR. En gros, c'est un bon de livraison papier, feuille carbone, comme dans les années 80. Et en gros, le coût de traitement de cette CMR entre le moment où elle est émise, rentrer dans le système d'information pour réaliser l'opération, le moment où elle revient en facturation chez l'opérateur et le moment où elle est archivée, c'est un coût moyen de 5,96 €. Donc je peux vous dire que des informations, on peut commencer à en mettre. Aujourd'hui, si on voulait faire exactement la même opération, elle coûterait entre 20 et 30 centimes. Pour avoir exactement le même niveau de détail, avec peut-être des délais de paiement automatisés, des choses de ce type-là. Donc on serait capable à peu près d'être sur ces montants-là. Donc on voit quand même un ROI plutôt intéressant. En fait, avec blockchain, ce qu'on va pouvoir faire, c'est totalement digitaliser des métiers qui, dans l'absolu, quand on leur parle de digital, c'est tout à fait abstrait. Dans le monde du transport, effectivement, on a ces bons de livraison. Alors vous, en tant que particulier, quand vous commandez sur Amazon, il y a un livreur qui arrive, il a un pad et il vous fait signer. Bon alors, coupez les caméras s'il vous plaît. La signature, elle n'est pas légale. Enfin, vous pourriez la contester, c'est-à-dire que vous pourriez prendre le colis, vous le mettez chez vous, vous mettez votre nouvel appareil que vous avez acheté, vous attendez 3 jours et vous envoyez un mail de réclamation à Amazon et vous lui dites « j'ai jamais reçu le colis ». Alors ils vont vous renvoyer « mais si, on a une signature, monsieur Dupont ». Et il faut savoir que ça, c'est pas légal. Ce qui va se passer avec la couche blockchain, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir authentifier. Donc on a Stratagem qui nous a déjà fait des belles présentations. Grâce à des gens qui font de l'IoT, on va pouvoir géolocaliser et confirmer sur différents créneaux, différentes strates, comme quoi le livreur à telle date était bien à tel endroit, pendant tel moment, tel laps de temps, il a bien une signature à tel moment.
toujours sur différentes strates, et à un moment donné, contester cela, ça va être de plus en plus compliqué, sachant que sur blockchain, il y a à un moment donné, Pierre en a parlé, il y a une notion de clé publique, clé privée. Donc quand vous allez signer, vous allez donner quelque part, entre guillemets, c'est pas encore totalement terminé là-dessus, mais vous allez donner votre clé privée, votre numéro de wallet, dont vous êtes le seul à détenir l'information. Donc ça sera plus contestable. C'est pour ça que blockchain, par exemple, dans le monde de la supply chain, intéresse beaucoup de gens. Dans l'absolu, ce qu'il y a, c'est que les seuls qui sont en mesure de pousser la techno blockchain, effectivement, c'est Linux Foundation, c'est IBM. Eux, pour le coup, IBM, se positionner dans un modèle décentralisé, ça les intéresse plus des masses parce qu'à un moment donné, ils vont plus. Qu'est-ce qu'ils vont vendre? Ils vont plus vendre de maintenance. Il va plus avoir de licence. Donc ça les intéresse beaucoup moins. Alors que si demain, les gens commencent à s'intéresser à ça et s'emparent de la technologie, on va pouvoir vraiment faire avancer les choses. Alors maintenant, pour revenir à le lien entre la techno et ce week-end, j'ai fait un peu le tour des projets qui avaient été retenus en restant quand même sur le site. Donc je pense que entre les 4 projets qui sont marqués là et le moment où vous êtes dans le week-end, les choses ont quand même pas mal évolué. Mais dans l'idée, en gros, on se dit que sur les 4 projets là, il y aurait un endroit où on pourrait mettre de la blockchain. Alors avec plus ou moins d'intérêt, avec plus ou moins de sens, mais c'est possible. Il y en avait d'autres, bon, on ne pouvait pas non plus en faire 10. Pour les plannings intelligents, il y avait une idée, je crois, de mettre de l'intelligence artificielle dessus. Et c'est tout à fait possible. Après, l'intelligence artificielle, elle peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas prévoir non plus l'imprévu. À un moment, quand il y a un manque d'opérateurs devant... pour répondre au téléphone, il y a un manque d'opérateurs. Par exemple, avec des oracles, on serait en capacité de dire, effectivement, à un moment, il y a eu une panne sur le réseau électrique à tel endroit, ça a fait monter la charge d'opérateurs, donc il y a eu un temps de prise en charge du problème qui a augmenté, et donc le certifié blockchain en utilisant un oracle. Aujourd'hui, ça a un intérêt, c'est pas l'intérêt le plus dingue qu'on puisse y trouver, mais ça existe. Alors, chasse au gaspille, si j'ai bien compris, c'est en gros de l'éducation. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle et qui veut prendre la parole, ça me va. Mais je crois qu'Yannick, tu as discuté avec eux avant. En gros, chasse au gaspille, c'est une appli qui a été développée lors du hacking il y a 2 ans pour proposer des éco-gestes à des gosses de 8 à 9 ans. C'est une application qui a été développée au HIC il y a 2 ans pour proposer à des gosses de 6 à 9 ans une application pour les aider à faire des éco-gestes. Mais bon, ça reste très ludique sur une appli comme ça. L'idée cette année, c'est de passer au live et de le rendre interconnecté avec des objets connectés, pouvoir vraiment agir un peu à la Pokémon Go dans la maison pour faire vraiment des économies d'énergie, ou en tout cas, à minima, un peu d'économie de carbone, quoi. Alors, une application qu'on pourrait trouver, un petit peu fun, c'est des enfants, il faut jouer avec, pour imaginer une blockchain hybride avec des preuves de validation et une sorte de crypto-monnaie qui serait en fait des sortes de points qui leur permettraient d'avoir, au bout de 10 points, avoir... De l'argent de poche. Ouais, de l'argent de poche ou un goodies ou des choses de ce type-là. C'est quelque chose qui serait imaginable et ça permettrait aussi de certifier le fait que ces éco-gestes, il les ait bien faits, ils sont inscrits dans le marbre. C'est un côté fun, mais bon, blockchain, il faut aussi que ce soit un peu drôle. Et donc, ce serait complètement possible de le faire à ce niveau-là. L'empreinte carbone, tout simplement. On parlait de gaz, on parle d'empreinte carbone. À un moment donné, blockchain, étant donné qu'elle peut tout certifier, et dans l'absolu, quand on pourra interconnecter, il est fort probable qu'on connaisse l'empreinte carbone de chacun. Et à un moment donné, si grâce à des applications comme ça, on peut rééquilibrer son empreinte carbone, demain, peut-être, on payera moins d'impôts. J'y crois pas trop. Un enfant de 9 ans, le jour où il paiera des impôts, je commencerai à m'inquiéter quand même. Mais Sniff le réseau, alors j'en ai un petit peu plus entendu parler parce que j'ai eu des oreilles qui ont traîné un petit peu ce week-end quand même. Alors il y a des intérêts, notamment peut-être au niveau, quand il y a eu une panne à un endroit, on aimerait bien savoir exactement quand elle s'est produite. Il y a un message qui est envoyé, on pourrait vraiment l'horodater. Avoir une preuve dans le temps, si la panne se reproduit 3 ou 4 fois, avoir vraiment l'utilisateur pourrait vraiment dire voilà, ça fait 1 an et demi
que je prends de l'électricité chez vous et en 1 an et demi, j'ai eu 4 pannes, elles sont certifiées, j'ai eu 4 interventions et elles sont inscrites dans la blockchain. C'est quelque chose qui est également possible, qui a un intérêt, enfin, qui n'aura pas un coût énorme et qui permettrait quand même d'avoir un niveau de qualité certifié via la blockchain. Et après, il y a Parkbnb. Donc là, on pourrait partir sur une logique, c'est les Parkbnb, c'est en gros l'utilisation des parkings d'entreprises la nuit, quand ils sont plus ou moins vides. On est tous déjà passés en train de chercher une place en plein centre-ville et il y a un parking d'entreprise vide, fermé, qu'on ne peut pas utiliser. Et donc l'idée, c'est peut-être de se dire, au lieu de faire des micro-paiements toutes les nuits ou des choses de ce type-là qui seraient contraignantes en termes de gestion pour l'entreprise, se dire que par exemple, sur une blockchain qu'on pourrait imaginer hybride, avoir une notion d'IoT ou quelque chose qui serait capable soit de savoir quel véhicule est rentré grâce à la lecture de plaques ou des choses de ce type-là, et de faire des paiements mensuels en crypto ou en monnaie fiat d'ailleurs, tout en automatisant le traitement, ce qui évite une lourdeur de traitement administratif par l'entreprise et ce qui permet de faciliter aussi la fluidité des utilisateurs sans qu'ils aient besoin de payer un parc-mètre. Ça limite l'équipement et l'entretien des barrières ou autres par l'entreprise. Donc voilà, c'est des cas d'application, c'est des choses qui me sont venues comme ça en préparant la presse. Alors là, on va juste parler 2 secondes de ce que nous on fait, tant qu'à faire. On en fait quand même un peu de la blockchain. Donc aujourd'hui, notre but, c'est de digitaliser l'émission. Donc ça, on en a déjà parlé. Mais également les collaborateurs. Aujourd'hui, il y a une notion qui est vraiment super importante quand on dit digitaliser, parce qu'aujourd'hui, vous rentrez dans une société, vous dites digital, ils disent oui, on est dans le digital. Et les mails, ils continuent à les imprimer. Ils ont un fax qui est caché quelque part dans un coin et ils reçoivent des fax. On reçoit encore de la pub par fax. Pour certains, il y a même encore un Minitel dans le placard, mais bon, passons. Donc digitaliser, c'est vraiment le but du jeu. C'est à un moment donné, il y a un paquet d'opérations qu'on n'est plus censé faire, quoi. On n'est plus censé traiter une facture. On n'est plus censé établir dans l'absolu un devis. En tout cas, il pourrait se calculer automatiquement quand la demande de devis est arrivée. Et tout ça, c'est certifié. On n'aurait pas besoin de le revalider derrière parce que les règles, on les a données en amont. On peut imaginer vraiment du learning sur de la planification. Enfin, énormément de choses sans l'intervention humaine. C'est vraiment ça. Le monde digital, c'est pas numérique dans le sens où, à un moment donné, numériser, c'est prendre un papier ou c'est prendre un mail et le traiter manuellement derrière. Digitaliser et l'automatiser via la blockchain, on n'a plus besoin d'intervenir. Ça, c'est vraiment une option qui est importante. Voilà. Allez-y, maintenant. Ça, c'est ça la partie métier. J'espère quand même que vous la connaissez. Ouais, accessoirement, ouais, un petit peu. Alors, il y a le use case. Il y avait des gens qui étaient là au premier meet-up que Julien a organisé, crypto-monnaie. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça va. Alors, du coup, je vais reprendre mon use case de la trésorerie. Parce que ouais, blockchain, c'est Bitcoin pour tout le monde et tout le monde se dit oui, je vais faire beaucoup d'argent. Alors c'est ok, le sujet est super pour me faire un bot qui va trader, ça c'est top. Donc c'est souvent ce qu'on regarde à titre perso, mais blockchain, ça va vraiment être très industrialisé demain. Et demain, ça va changer les relations entre industriels et entre fournisseurs. Derrière, prestataires. La trésorerie, qu'est-ce qui se passe ? Dans le monde du transport, on est payé à, la loi dit 30 jours, la réalité dit 45 jours, et pour d'autres structures, quand on travaille en tant que transporteur avec la GMS, donc les Carrefour, Auchan, etc., on est plus payé à 90, 120 jours. Donc en gros, c'est comme si le salaire du mois de janvier, on commençait à le toucher à partir du mois d'avril, mois de mai. Donc ça nous plairait pas, mais c'est ce que subit au quotidien les sociétés de transport. Derrière, avec blockchain, on pourrait imaginer que si on a digitalisé les bons de livraison, parce qu'aujourd'hui, comment ils jouent sur la trésorerie, c'est avec les bons de livraison. Ils disent, attendez, mais on n'a pas reçu le bon de livraison, ou alors le bon de livraison, on l'a perdu chez nous, on a perdu votre facture, on a perdu ceci, enfin on a perdu beaucoup de choses, et ces choses, c'est ce que je vous disais avant, c'est des traitements manuels. Du coup, via les smart contracts qu'on vous présentait avant, il n'y a plus de traitement manuel. Donc si à un moment donné, le contrat a été respecté, le camion est arrivé à l'heure, la marchandise est arrivée entière, en quantité suffisante, le contrat est respecté,
le déclenchement du paiement doit se faire à date d'échéance de la facture, tout simplement. Et là, il n'y a plus une dame, une comptable qui n'est pas là le mercredi après-midi, comme par hasard, quand on l'appelle parce qu'elle garde ses enfants. Quand vous faites votre relance pour toucher vos sous, tout ça, ça serait automatisé et on peut vraiment l'imaginer via blockchain derrière. Pourquoi ça change les relations de partenaires? Parce qu'à la fin de l'année aussi, les taux de qualité, on peut les avoir. Donc quand vous allez voir votre client et que vous êtes là pour négocier une hausse tarifaire, il va vous dire « Ah non, non, mais t'es arrivé en retard, tu n'es jamais à l'heure, c'est une catastrophe ». Avec blockchain, ben, ce fameux registre, ça c'est le beau mot qu'on aime bien donner à blockchain, ce fameux registre qui est immuable, ben là les informations on peut les avoir. Si effectivement le transporteur a été bon, ça peut pas être discutable. S'il a été mauvais, pareil. Donc il y a, avec blockchain, ce qu'on va pousser, c'est cette notion de preuve, cette preuve d'enjeu. J'ai perdu mon mot maintenant, cette preuve de réputation, voilà. Preuve de réputation. Ça, généralement, dans l'Est de la France, on est assez carré, on aime bien, parce que nous, on respecte bien les règles. Donc là, notre réputation, elle est plus à discuter parce que c'est immuable et on bosse avec les mêmes KPI. On bosse avec les mêmes taux de qualité et que ça soit du côté client ou du côté fournisseur. Donc les dialogues, la relation, on sera plus dans un rapport de force. On sera vraiment sur, normalement, une équité. Voilà. Alors, ça y est, le temps des dernières questions. Je vais juste prendre la personne devant toi, parce que... Vas-y. Ah oui, il lève la main, il a déjà une question. En fait, j'ai une question plutôt technique, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de la fourche sur la blockchain de Bitcoin. Ah, merci. On parle souvent de la fourche, je ne sais pas comment traduire ça en français. Le fork. Le fork, la fourche. Et enfin, moi, la manière dont je l'avais compris, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, et donc il y a des choses qui vont changer. Et peut-être la monnaie sera divisée en deux, je n'ai pas trop compris. Et donc ma question, ce serait pourquoi les gens se précipitent maintenant pour acheter des bitcoins alors que dans 20 jours, il va y avoir cette fourche, ce fork. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement ce fork, et pourquoi les gens se précipitent dessus au lieu de le fuir? Alors, je vais essayer. Alors, je ne suis pas un expert des forks bitcoin. Tu veux répondre, Julien? Alors, dans la salle, on a quand même Julien Sunshine, qui est le premier Alsacien crypto-mineur du secteur. C'est lui qui avait organisé le meet-up pour ceux qui y étaient. Ça marche. Ok. Donc, Julien, je te laisse te présenter aussi, dire ce que tu sais. Bonjour. On est trop proche. Ouais. J'appuie comme un fou, mais ça marche pas. Bonjour. Bon, c'était pas prévu que je parle, mais oui, par rapport au fork qui aura lieu bientôt, il y en a déjà eu d'autres sur Ethereum. Pourquoi tout le monde achète? C'est parce que donc il y a un moment. Alors pourquoi il y a un fork déjà? Parce qu'il y a parmi la communauté Bitcoin, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur le futur technologique de Bitcoin. Donc il y a des gens qui veulent intégrer certaines fonctionnalités et d'autres qui pensent que ces fonctionnalités vont altérer l'intérêt de Bitcoin ou la scalabilité, etc. Donc certains vont continuer, Bitcoin Core va continuer, qui est l'équipe historique en fait, à développer le client Bitcoin, le logiciel Bitcoin. Et il y a une autre équipe qui va intégrer d'autres fonctionnalités. Donc ils vont faire un fork des sources du client Bitcoin. Donc ça veut dire qu'on va avoir deux clients Bitcoin différents qui vont faire des choses différentes. Il y aura des mineurs, il y aura deux réseaux en parallèle qui vont fonctionner. Donc le hard fork n'implique pas forcément ce qu'on appelle un split de la blockchain, c'est-à-dire qu'on aura deux clients qui vont miner et qui vont produire deux blockchains différentes. Mais dans ce cas-là, oui, ça va impliquer deux blockchains différentes. Ça veut dire que les gens qui ont un Bitcoin aujourd'hui, ce Bitcoin, enfin, toutes ces transactions de cette blockchain, elles vont être dupliquées. Donc si tu as un Bitcoin aujourd'hui, tu vas obtenir un Bitcoin historique demain, après le fork, et un Bitcoin qu'on appelle Bitcoin 2x en plus. Tu ne vas pas forcément doubler ton argent, ça dépend de la valeur qui sera donnée à ce nouveau Bitcoin 2x quand il sera intégré sur les marchés, sur les exchanges. Donc
En théorie, c'est un peu comme s'il y a un pays qui se sépare en deux. Hein. Que devient la richesse du pays? Est-ce qu'elle se découpe en deux ou est-ce qu'elle devient 2 fois plus riche? Ça s'est passé déjà en août, puisque le Bitcoin est devenu Bitcoin Core plus Bitcoin Cash. Théoriquement, la valeur, il y a une valeur qui aurait dû être soustraite de Bitcoin Core, sauf que elle n'a pas réellement été soustraite. Il y a certaines personnes, certaines organisations qui ont été soulagées du fait que le fork se soit bien passé et finalement qui ont réinvesti dedans. Donc la valeur du Bitcoin initial est restée telle qu'elle, voire même elle a augmenté. Et en plus, les Bitcoin Cash sont apparus. Ça veut dire qu'on a quasiment fait un fois 1,2. Si tu avais un Bitcoin, tu as à peu près 1,2 fois la valeur en dollars que tu avais au préalable. Donc là, ce qui va se passer, on ne sait pas. C'est toujours assez aléatoire. Pourquoi tout le monde achète aujourd'hui avant le fork? C'est parce que si tu l'as avant, tu auras les deux après. Alors, après le split, ça dépend si tu as le Bitcoin sur ton wallet perso ou si tu as tes Bitcoins sur un exchange. Si l'exchange supporte le fork, il va automatiquement te distribuer des nouveaux Bitcoins gratuits. Et si tu les as sur ton wallet, ce sera à toi de faire le split. Voilà. Ça a répondu? Ok. Merci Julien. Petit élément juste, un Bitcoin aujourd'hui il vaut 4800 €, pardon. Ce qui veut dire qu'on vous donne 1,2, on vous a donné 1000 € en fait. Voilà. Alors, ceci dit, ça ressemble quand même beaucoup au marché fonds spéculatifs. J'ai pratiqué un peu une époque. Et les actions, c'est la même chose. Vous pouvez détacher, les sociétés peuvent détacher les bons de souscription. Et parfois, la valeur de l'action, normalement, devrait diminuer d'autant que la valeur totale des bons de souscription. Et ce n'est pas forcément le cas, puisque les gens achètent avant, sachant qu'il va y avoir des détachements de bons de souscription. Donc c'est quand même un fonctionnement assez spéculatif, je trouve, ces systèmes. C'est un système financier. Oui, donc une crypto-monnaie dit monnaie, dit argent, dit finance, dit spéculation. Donc moi je suis pas technicien, je suis économiste, donc si j'ai bien compris, le blockchain c'est un système décentralisé de création de confiance pour la mise en place de contrats. Voilà. Déjà voir si j'ai bien compris. Donc par rapport à la confiance, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut être sûr que ça marche? Est-ce qu'il y a des possibilités de fraude, de problèmes techniques, de défaillances? Est-ce qu'il y a des organes de certification? Parce que si on veut de la confiance, on peut dire la technologie marche très bien, mais moi je suis la petite PME, je suis Robert, on me dit ça marche super bien, mais comment je vais savoir laquelle des technologies, l'ouverte, la demi-ouverte, la moitié ouverte, la trois quarts ouverte, la publique, est-ce qu'il y a des certifications? Comment je peux être sûr que ça marche? Est-ce qu'il y a des problèmes techniques? Est-ce qu'on pourrait falsifier une clé? Donc ça c'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie de la question, si... D'accord, voilà. Déjà, est-ce qu'il faut un certificateur sur blockchain? Alors, le certificateur, il est assez central en fait. Le but de blockchain, c'est de décentraliser, et là on met quelqu'un qui centralise les certifications. Alors on pourrait peut-être imaginer un certificateur décentralisé, mais alors quelle valeur on donne à un certificateur qui décentralise de nouveau? Mais aujourd'hui, je pense que la meilleure certification d'une blockchain, c'est le nombre de personnes qui font cette blockchain tous les jours. Donc une blockchain où vous êtes 2 dessus, ben forcément, si la moitié n'est pas d'accord, on est vite à la moitié de la confiance. Aujourd'hui, sur une blockchain comme Bitcoin, où il y a je pense que maintenant on doit être au moins 1 million de personnes dessus, forcément, là, si 1 million de personnes vous explique que vous avez tort, je pense qu'il va falloir quand même commencer à creuser pour prouver que vous avez raison. Et aujourd'hui, voilà, toute la logique de confiance de blockchain se fait sur le nombre de personnes qui font cette blockchain ou la preuve de travail qui a fait cette preuve de calcul. Il y avait alors la notion de piratage ou le... Alors, pirater une blockchain aujourd'hui, c'est jamais arrivé, mais attention, on peut pirater des smart contracts. Un smart contract, c'est un contrat qui c'est du code informatique. Si on a un très bon codeur qui a bien pensé à tous les use cases, donc à tous les cas d'application qui peuvent se poser,
et qu'il a bien testé tout son code, ça devrait bien se passer. Si on a un petit malin qui fait un smart contract pas tout à fait bien fignolé, il pourrait être piratable. Ça s'est déjà vu sur des ICO. Une ICO, bon, c'est un peu de l'historique, qui s'appelait The DAO, qui a été faite sur Ethereum il y a à peu près 2 ans, je crois. Avait en fait le smart contract, si je dis pas de bêtises, Julien, avait été piraté, et donc du coup, il y avait une partie de l'argent qui avait été récupérée par les pirates. On est bon. Alors. Juste pour ajouter quelque chose, tous les problèmes de hack sur les smart contracts sont pas dus à la blockchain, puisque elle est réputée fiable. Elle a jamais, les blockchains comme Ethereum ou Bitcoin n'ont jamais eu de hack. À chaque fois, les hacks qu'il y a eu, c'était sur des applications au-dessus de la blockchain. Donc les smart contracts, ce n'est qu'une application, c'est du code écrit dans un langage spécifique, Solidity par exemple. Et les failles qui ont été exploitées sont des failles du smart contract, mais pas de la blockchain elle-même. Voilà. En fait, peut-être pour expliquer blockchain aussi, pour vulgariser vraiment la chose, on va prendre le père de famille qui a 4 enfants et ils n'ont pas de lave-vaisselle et il y a la corvée de vaisselle systématiquement. Et à un moment donné, oui, qui a fait la vaisselle? Non, c'est pas moi qui ai fait la vaisselle cette fois-ci. Si, c'est toi, celui-là. Enfin, donc, le père veut trouver une solution. Ce qu'il fait bêtement, il met un grand tube en PVC au milieu de la cuisine et il va distribuer des plots de couleurs à chacun de ses enfants. En haut du gros tube en PVC transparent, vous imaginez qu'on peut le refermer avec un couvercle et on met 4 cadenas. Okay, quand la corvée de vaisselle arrive, l'aîné, c'est le premier qui va faire la vaisselle, il a son plot, les 4 enfants sont présents, ouvrent simultanément les cadenas, l'aîné qui va faire la vaisselle met son plot de couleur dans le tube en PVC et simultanément les 4 referment. Comme ça, ils ont validé comme quoi l'aîné a fait la vaisselle. L'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, le lendemain, c'est le Benjamin et ainsi de suite, le cadet. On peut vérifier, parce qu'au travers de ce tube, on voit qui a fait la vaisselle par rapport au plot de couleur, mais on sait derrière que c'est pas piratable parce que il faut être simultanément les 4 avec chacun sa clé. Donc, d'où l'importance de ne pas perdre son wallet, parce que si on perd la clé dans l'exemple là, c'est le wallet, si on perd son portefeuille, si on perd le code de son portefeuille, on perd tout. Hein. Il y a un Julien, il y a Eric, vous me confirmerez qu'il y en a qui ont perdu pas mal. Juste, on perd tout, mais on pourra quand même, les 3 autres enfants pourront quand même continuer à aller sur le tube en PVC. C'est juste que l'autre sera méchamment puni et il fera encore plus de vaisselle. Mais c'est pas parce qu'il y a un wallet qui est perdu que la blockchain ne marche plus. Ça c'est important. Ouais. Voilà. Il y avait encore des éléments dans la question ou... Une petite question, tu as parlé avant des projets potentiellement sur ce Hacking Industry Camp qui pouvaient bénéficier de la blockchain. Mais est-ce que finalement c'est possible de créer une blockchain et en 54 heures, est-ce que c'est vraiment possible? Et si oui, comment? Techniquement, je veux dire, en fait, par où on commence Techniquement, monter une blockchain en 54 heures, ça me paraît possible. La faire fonctionner et commencer à la faire fonctionner de manière pérenne, en ayant bien pensé les use cases, surtout dans un hackathon où il y a des pivots toutes les demi-heures, c'est beaucoup moins possible. Je pense que, alors, on a fait le test, on a un nouveau développeur qui est arrivé chez nous il y a 2 semaines, et sa première mission, ça a été de monter une blockchain Hyperledger sur la toute nouvelle version d'Hyperledger. Et en fait, là où il a perdu du temps, c'était pas dans le montage de la blockchain et la publication du bloc 0, ça a été en fait dans le montage du serveur pour optimiser l'infrastructure serveur, les choses de ce type-là. Et il a mis 2 jours et demi. Donc on a un peu plus de 54 heures, mais c'était des journées de travail dans le monde réel. Donc oui, il n'y avait pas la nuit. Enfin, ça dépendait des soirs. Mais donc non, ça paraît tout à fait possible. Mais aujourd'hui, ce qui fait aussi notre force avec Franck, c'est qu'on s'est spécialisé dans un domaine. Il a l'expertise métier, j'ai quand même l'expertise technique. On s'est encadré de personnes qui ont aussi cette expertise technique. Et avant de faire quoi que ce soit, avant de penser n'importe quel smart contract, avant d'aller voir n'importe quel client, on fait déjà un état des lieux de ce qu'il a besoin. On travaille d'abord avec ses use cases. Et après, on commence à mettre les mains dans le cambouis. Parce que le problème de la blockchain, Franck aime bien l'expression, c'est un paquebot. Quand le paquebot est parti, c'est difficile de lui faire demi-tour. Donc
il faut bien penser les choses, et dès que les choses sont bien pensées, ça peut que bien se passer, même si les technos évoluent, et 6 mois plus tard, il y aura une techno qui aurait été peut-être plus appropriée par rapport à ce qu'on voulait faire. Voilà. Au-delà du paquebot aussi, ce qui est important, ouais, donc le paquebot c'est la techno, et à un moment donné on met des gens dedans. Et les gens, c'est les gens de tous les jours, voilà, qui ont un métier bien réel, boulanger et compagnie, les acteurs économiques qu'on connaît tous. Si on les fait monter dans ce paquebot et on dit bon ben on part du Havre, on va direction New York, ok c'est super, mais quand au milieu de la traversée, ben, on leur dit bon bah demi-tour, on a un problème technique, je pense pas que les gens veulent remonter dans le même paquebot. Et le problème en plus, si ce paquebot est estampillé blockchain, il y aura un fort potentiel que les gens ont une réticence à cette technologie, ce qui est déjà un peu le cas parce que tous les gens qui connaissent un peu blockchain ne le connaissent que par le Bitcoin, et pour eux le Bitcoin ben, bah, c'est le marché noir, c'est Daesh, c'est tout ça, alors que dans l'absolu, si tout le monde s'intéressait à blockchain, ben, peut-être que tous ces gens-là qui l'utilisent d'une mauvaise manière, si c'est démocratisé, ben, on l'utiliserait beaucoup mieux aujourd'hui. Et c'est justement parce que ces personnes ont la confiance de personnes qui utilisent blockchain, parce que grâce à ça, ben, ça crée de la confiance sans qu'ils aient besoin d'avoir celle des autres. Voilà. D'autres questions ? Ouais, je pense qu'il y a un problème de durée de vie de la blockchain, du coup, si on doit tout stocker depuis le tout début. Mais c'était pas ça ma question. Ma question, c'est votre avis sur Lavoisier quand on fait un fork. Parce que si moi j'ai 1 euro aujourd'hui, demain il y a un fork, et que je peux retirer 2 euros, si tout le monde veut retirer 2 euros juste après le fork, et bah ça marche pas, quoi. Parce que... Ah mais tu retires 2 euros en crypto ? Enfin, je retire 1 euro sur la nouvelle blockchain, 1 euro sur l'autre nouvelle blockchain, et ça marche parce que... Tu n'auras pas un facteur 2, je pense déjà, tu auras peut-être un facteur 1,2, et si tout le monde part en même temps, le prix tombe. Mais... Enfin, je sais pas, moi ça me paraît clair pour moi, mais... Si tout le monde part, il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus que des vendeurs, donc qui t'achète... C'est pas un distributeur, hein. Tu retires pas l'argent comme ça, c'est ça, hein, une crypto-monnaie, ouais. Du coup, c'est pas fiat, c'est pas physique. Hein. À un moment donné, si tu veux lâcher ton bitcoin, à moins de jeter ton numéro de wallet par la fenêtre, il va falloir que tu le revendes à quelqu'un. Si jamais tu fais ça, tu me préviens. Mais en gros, voilà, c'est un marché financier, il répond à l'offre et à la demande. S'il n'y a que de l'offre et qu'il n'y a pas de demande, le prix va tomber parce que tout le monde va vouloir vendre au plus bas, personne ne l'achètera et ton dollar ou ton euro ne vaudra plus rien et tu vas le garder finalement. Voilà. Mais aujourd'hui, franchement, ce que moi je vous invite, et en plus du coup on est quand même dans le monde de l'industrie, certes toi tu le vois avec sur le trading, et Yann Eric aussi, on a un grand spécialiste des ICO parmi nous, si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment. Il faut le voir vraiment sur la partie industrielle, quoi. C'est ce que fait Sunshine, Julien qui est intervenu avant. Il faut le voir sur la partie industrielle, il faut le voir concrètement comment on peut l'intégrer dans notre métier de tous les jours et pas forcément penser finance. C'est comme ça qu'il a été introduit, c'est comme ça qu'il a été démocratisé via Bitcoin, via un système financier. Mais demain, il faut se dire, est-ce qu'on peut pas l'intégrer différemment? Enfin, comment on peut l'intégrer dans le monde réel, dans le monde concret? Et comment je peux faire comprendre demain à ma grand-mère comment fonctionne blockchain? Et je pense que ma grand-mère est capable de comprendre blockchain si je lui donne des applicatifs et des use cases concrets. Et ça, c'est vraiment... Aujourd'hui, si on a de la matière grise qui est réunie lors de ce week-end, c'est se poser ce genre de questions. Et ça sera peut-être lors d'un autre événement. C'est comment, concrètement, je le fais fonctionner sur le terrain, comment je me sers aussi de l'intelligence artificielle pour mettre une couche par-dessus, et comment aussi, derrière, je le connecte avec l'IoT pour que ça fasse des choses qui sont efficaces et efficientes. Je pourrais juste avoir votre avis sur l'espérance de vie d'une blockchain. Tant qu'il y a de l'électricité. Après, si c'est lié à une techno, en fait. Moi, je me suis dit, enfin, vous écoutant, c'est quand même vachement lié à une techno. Le mythe. Alors, tu vois, je prends une discussion qu'on a eue tout à l'heure, parce que, ouais, effectivement, nous, on était à l'Open InnoGénération, on a rencontré un des grands directeurs du groupe Peugeot, on lui a dit blockchain. Bon, le gars était calé sur blockchain, et à un moment donné, il nous a repris en jouant sur la philosophie des différentes technologies de blockchain. Et effectivement, en fonction des technos de blockchain que tu risques de prendre, bah ouais, dans 5, dans 10 ans ou dans 20 ans, l'ordinateur quantique, il va décrypter ces données, il va décrypter les smart contracts, et on va avoir des informations. Si on prend le groupe Peugeot, on aura des informations sur les différents échanges qui se sont faits. Mais la question qu'on se pose, c'est dans 20 ans,
connaître les plans de fabrication d'une 206 ou d'une 2008, est-ce que ça sera encore intéressant quand il y aura les voitures autonomes? Je pense pas, quoi. Donc dans l'absolu, dans 20 ans, même si tu décryptes des informations, est-ce qu'elles seront encore pertinentes à ce moment-là? Alors je pense que la question c'était vraiment est-ce qu'un jour Bitcoin il va faire la taille de la blockchain va faire 600 gigas et du coup il y aura moins de monde qui pourront l'héberger et donc du coup la force du réseau va un petit peu tomber. Alors c'est un risque. On a encore un peu de marge. Aujourd'hui le Bitcoin je crois que ça fait 130 gigas. On a tous au moins, même si on a des SSD et que les tailles, à un moment on avait fait des disques durs géants, maintenant on fait des disques durs de plus en plus petits, mais ça serait agrandi. Je pense que même si la blockchain à un moment fait 1 Tera, le jour où elle fera 1 Tera, le gain sera tel qu'on aura des disques durs de 2 Tera. Aujourd'hui, ce qui est par contre important, c'est que demain, si jamais ça doit arriver, on soit le plus grand nombre à avoir ce disque dur de 1 Tera pour la stocker. Parce que si 50% des disques durs sont détenus par l'État chinois, par exemple, on va avoir peut-être un problème de consensus parce qu'ils auront 50% de la puissance pour modifier les informations. Les nouvelles informations, en tout cas. Alors, j'ai une question. Même s'il faudrait qu'ils aient aussi les mineurs pour valider tout ce qui va bien et ajouter des nouveaux blocs en pouvant mettre ce qu'ils veulent dessus. Mais en gros, voilà, c'est des réponses possibles. Alors j'ai une question concernant la complexité de la validation des contrats. D'après ce que j'ai compris sur le Bitcoin, c'est une complexité qui augmente. Et chaque nouveau calcul de bloc nécessite toujours plus de puissance. Je me trompe peut-être? Alors pas sur chaque nouveau bloc, mais c'est effectivement par palier. À un certain nombre de paliers, quand on va passer des paliers, la difficulté va augmenter. Alors, j'avoue que chez nous, on a quelqu'un c'est un génie des maths, notre Sheldon Cooper à nous. Et quand il y a des questions de ce type-là, c'est lui qui se les pose. Mais en gros, effectivement, il y a une difficulté. Et il a le rhume, donc il pouvait pas répondre. Mais c'est une difficulté qui augmente et qui, en gros, avec les mêmes cartes graphiques, il y a 2 mois. On était 30% plus efficient et c'est des cartes graphiques qui ont 4 mois, qui sont sorties à 6 mois, je crois. Donc on était 30% plus. Donc on voit bien que la difficulté augmente parce qu'en ne changeant pas de matériel, on est moins rentable en voulant miner. En gros, aujourd'hui, on mine tous les jours. Alors on a changé, avant on minait du Bitcoin, maintenant on mine autre chose. Mais ouais, effectivement, de jour en jour, on s'est rendu compte, tout bêtement, que notre ratio, il descendait, quoi. Effectivement. Du coup... on va pas te donner tous les secrets non plus. Après ça va encore augmenter, on va devoir changer de monnaie. Mais du coup, si on reste sur la même chaîne, on est obligé d'avoir une consommation plus grande de calcul et d'énergie. Ouais. Et finalement, on doit, à part si on crée des nouvelles chaînes pour substituer par exemple un Bitcoin, on devra avoir il y aura un impact écologique finalement, on le voit d'ailleurs déjà avec le Bitcoin, avec la nécessité d'avoir des hardware spécialisés de plus en plus complexes, avec de plus en plus de GPU. Il y a un risque peut-être écologique aussi sur cet aspect-là. Tu soulèves une super question. Est-ce que d'après toi, toutes les capacités de calcul aujourd'hui sont utilisées ? Je pense que tu as la réponse. Donc autant il y a de capacités de calcul aujourd'hui qui n'est pas utilisée, autant il faudrait les utiliser redispatcher et du coup redispatcher un petit peu. C'est comme l'énergie, quoi. C'est à un moment donné, c'est comme l'éolienne. L'éolienne, on est d'accord, il y a assez de personnes du monde électrique pour me confirmer ça. À un moment donné, l'énergie que l'éolienne va créer, si elle n'est pas utilisée tout de suite, elle est quelque part perdue dans l'absolu. Là, c'est pareil pour tous les objets qui nous entourent tous les jours et qui font des millions de calculs. À un moment donné, ils sont en veille parce qu'on ne les utilise pas, parce que l'humain ne les sollicite pas. Est-ce que demain, on ne pourrait pas les utiliser ? C'est bon ? Ouais. Moi, j'ai plutôt une question sur les marchés. On a la Chine qui a fermé ses échanges le mois dernier. On a la Corée qui limite les ICO. Cette semaine, on a Poutine qui a annoncé justement une régularisation donc sur les cryptos. Est-ce que donc c'est possible qu'il y ait une régularisation sur les cryptos d'un point de vue mondial, ou est-ce que c'est juste de la manipulation de marché ? Alors, il y a un peu des deux. Alors là, il y a eu beaucoup de négatifs. Il y a eu quand même hier l'acceptation par la Banque de France que Bitcoin était un moyen de paiement officiel en France.
Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des choses qui font monter les cours et d'autres qui les font baisser. Il y a eu Christine Lagarde qui disait que Bitcoin, c'était peut-être pas si mal que ça non plus. Donc c'est quand même des personnes qui existent et qui pèsent. Il y a des manipulations de marché, comme dans tout marché financier dans le monde. Effectivement, la Chine a voulu réguler, bizarrement, un lendemain d'une rencontre avec la SEC, alors que la veille, il disait que c'était bien. Je pense que l'État chinois, en particulier, ils ont un besoin de contrôle et ils se rendent compte que c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler, c'est une richesse qu'ils n'arrivent pas à contrôler et pour eux, c'est peut-être un risque. Aujourd'hui, l'avantage quand même de Bitcoin, c'est qu'ils ont essayé d'intégrer les exchanges, donc les places financières, on peut trader des crypto-monnaies. Par contre, ils arriveront difficilement avec les moyens aujourd'hui. Techniquement, Google en Chine, c'est pas tout à fait autorisé. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui arrivent à y aller. Ce sera pareil pour faire de la crypto-monnaie. Si les Chinois veulent aujourd'hui faire du Bitcoin, même si légalement ça ne l'est pas, ils y arriveront. C'est l'avantage d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, si on veut faire, on y arrive. Mais effectivement, il y a une part de manipulation de marché. Julien ? Juste pour rajouter, la Chine, elle a interdit 15 fois le Bitcoin. Ils se laissent juste le temps d'adopter, enfin de concevoir des lois adéquates pour les ICO. Et c'est ce que font les autres pays, les Russes, c'est ce qu'ils ont dit récemment cette semaine. Ils interdisent temporairement, ils bloquent tout, ils se laissent le temps. La France travaille dessus, enfin sur les ICO en tout cas, l'AMF planche dessus en ce moment. Pour l'instant, ils n'ont pas trop communiqué, ils disent juste qu'ils sont en train de plancher dessus. Mais ils vont tous procéder de la même manière. Même la Suisse a commencé à... C'est pas le paradis des ICO, hein, la Suisse, ni des cryptos. Enfin, du moins, il y a quand même une législation dessus, ne serait-ce que pour le blanchiment et le KYC. Voilà. Des questions sur la blockchain par rapport à l'industrie, parce qu'on parle quand même pas mal des marchés. Est-ce que quelqu'un se poserait une question par rapport à son métier, si demain il pouvait intégrer la blockchain, ou comment il pourrait intégrer la blockchain? Ce serait ça ça serait intéressant d'en parler. René. Voilà, donc moi c'était la deuxième partie de ma question précédente. Je suis une petite compagnie, j'ai un comptable, je vais le voir, j'ai pas envie de savoir comment marche la comptabilité, j'ai envie d'avoir un truc qui input, output et auquel je puisse avoir confiance. Donc je suis une petite boîte, j'ai envie d'utiliser le blockchain pour sécuriser mes transactions, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, donc c'est un peu pour savoir quels sont les types de solutions. Est-ce que vous proposez des choses compréhensibles pour un non-technicien, avec une mise en place de confiance, et comme c'est nouveau, à mon avis, il y a des problèmes de régulation et des problèmes juridiques. Est-ce que vous y avez pensé? Alors, on ne va pas demander au monsieur de la compta de comprendre comment marche blockchain. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'il ne comprenne pas, sinon il va peut-être changer de métier. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que blockchain va permettre de certifier des choses. Aujourd'hui, un comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, on parle d'un comptable, pas d'un expert comptable, il va rentrer des entrées et des sorties d'une entreprise dans un système comptable pour générer des comptes de résultats et des bilans. Et tout ça, c'est quoi? C'est juste une suite de chiffres qui vont donner des résultats. Tout ça, c'est des traitements manuels, c'est des rapprochements avec des relevés de comptes bancaires, c'est des rapprochements de factures, enfin, c'est toujours des rapprochements d'un montant qui sort ou d'une mission qui est sortie avec de l'argent qui va rentrer ou inversement. Un smart contract est capable, quand une mission est arrivée, donc en entrée ou en sortie, si tout s'est bien passé, d'enregistrer le prix qui a été fixé entre les parties dans le système comptable, de le certifier sur blockchain et de lui mettre un délai de paiement automatique à 30 jours. Ce qui veut dire que, vu qu'on certifie que l'ensemble des parties sont d'accord et que l'opération s'est bien passée sur le prix ou autre, que demain, le comptable, sa valeur ajoutée, elle sera plus sur la saisie des opérations, elle sera sur du conseil, sur de l'optimisation. En tout cas, son métier va clairement se transformer. Et aujourd'hui, c'est déjà obligatoire dans quasiment toutes les entreprises françaises. Ils sont obligés d'avoir un système informatisé pour gérer leur comptabilité. En 2022, les normes vont évoluer et les sociétés seront quasiment obligées de sortir un bilan mensuel. En tout cas, ce n'est pas un bilan, mais c'est une image comptable de leur société mensuelle.
Ce qui veut dire qu'à un moment, il faut quand même commencer à automatiser parce que les périodes de bilan, pour ceux qui font un peu d'entrepreneuriat, quand ils appellent le comptable, il est souvent overbooké. Ce qui prouve bien que c'est quand même du taf et qu'aujourd'hui, il est quand même inconcevable qu'on est capable d'envoyer imprimer une pièce 3D sur la Lune, qu'on ne soit pas capable d'enregistrer de manière automatique une opération de manière certifiée dans un système comptable. Voilà. Je pense qu'on va en rester là. Si vous voulez nous poser d'autres questions, c'est avec plaisir. Et j'espère que ça vous a plu.